Le shérif du comté de Pima pense que la personne qui est entrée chez Nancy Guthrie savait ce qu'elle cherchait. Il pense que c'était ciblé. Les forces de l'ordre poursuivent leurs recherches alors que la disparition de la femme de 84 ans se prolonge. Le shérif admet que le ou les suspects ont compliqué la tâche aux centaines d'enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Mais je vais vous dire ce qu'ils pourraient avoir dans leurs manches et que les malfaiteurs ne soupçonnent peut-être pas. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Généalogie génétique, c'est une expression que vous entendez beaucoup aujourd'hui dans l'affaire Nancy Guthrie. Et quand j'ai entendu ce terme, j'ai pensé à cette affaire. Je ne sais pas comment répondre ou approfondir. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions. Vous êtes des professionnels, moi non, je ne sais pas. Je pense vraiment que j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'utiliser le téléphone et d'appeler quelqu'un, et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, très bien. Nous n'allons plus vous poser de questions. Aucune larme ne coule de votre visage. Je suis très sec en ce moment. Tu es sèche. Je suis très sec. Je suis déshydraté. Tu peux sûrement voir que j'ai les yeux rouges parce que je suis juste fatigué et vidé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux que je boive de l'eau pour pleurer? Non, je ne suis pas là. Je meurs pour toi. Je ne veux pas que tu pleures, juste ne pas mourir. Qu'est-ce que tu essayes de dire? J'essaie juste de dire que ça semble un peu forcé. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Non. Oh mon Dieu! Maintenant, ça, c'est l'interrogatoire d'une affaire du Maryland, sans rapport avec Nancy Guthrie. Mais c'était une affaire de meurtre résolue grâce à une technologie que les enquêteurs pourraient désormais utiliser pour rechercher Nancy Guthrie. Et nous allons analyser cette affaire, voir comment tout s'est déroulé dans un instant. En ce qui concerne Nancy Guthrie et ce que nous savons aujourd'hui. Ce résultat tant attendu du test ADN est enfin arrivé. Ce n'est pas la preuve irréfutable tant espérée. On avait trouvé des gants à 3 km de la maison de Nancy Guthrie, au bord de la route. Ceux-ci ne correspondaient à personne dans CODIS. La base de données nationale du FBI de l'ADN a été retrouvée à l'intérieur de la maison de Nancy Guthrie. Nous ne savons pas sur quoi ni à qui appartient cet ADN, mais cet échantillon n'a pas non plus donné de résultat dans CODIS. Nous savons que cet ADN vient de la maison, mais il n'appartient ni à Nancy ni à sa famille. La base de données CODIS contient uniquement les profils de personnes condamnées ou arrêtées, représentant donc une part limitée de la population. Le shérif annonce que les enquêteurs vont utiliser la généalogie génétique, une nouvelle technologie qui pourrait être clé dans cette affaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons de quelque chose de très intéressant que le shérif du comté de Pima a dit lors de sa plus récente série d'entretiens individuels avec les médias. Le shérif Chris Nanos dit qu'il pense que la personne que vous voyez sur le perron de Guthrie dans la vidéo de surveillance avait une cible en tête. Il a également déclaré que cet individu a compliqué la tâche de ses enquêteurs. Mais il affirme qu'ils n'abandonneront pas maintenant. Le shérif a poursuivi en disant qu'ils enquêtent maintenant pour savoir si des vêtements, y compris le masque que vous voyez que le suspect porte, ont été achetés chez Walmart. La veste ressemble à un article Walmart, même si elle n'est pas exclusive à ce magasin. Le masque pourrait vraiment jouer un rôle clé dans cette affaire, étant donné le climat à Tucson. Combien de personnes achètent des masques, comme celui que nous voyons sur la vidéo de surveillance? Nous savons maintenant que les forces de l'ordre collaborent avec Walmart pour identifier qui a pu acheter les articles portés par le suspect. Et ce sac à dos est aussi un indice important car il n'est vendu qu'à Walmart dans aucun autre magasin. Les vêtements pourraient en venir de Walmart. Le shérif a indiqué aux médias que le sac à dos a été acheté à une certaine période, de façon assez informelle. Cela pourrait dater de 20 ou 60 jours alors qu'il consulte maintenant les archives de Walmart. Le shérif a ajouté, lors d'une interview avec NBC News, que le suspect pourrait aussi porter une bague dans la vidéo filmée sur le perron de la maison. Et puis il y a cet étui à pistolet à sa taille qui est assez particulier. Il semble que ce soit un modèle bon marché que l'on peut acheter chez Walmart ainsi que dans d'autres magasins. En parlant d'autres magasins, le FBI s'est rendu dans des armureries de la région de Tucson. Apparemment, ils avaient une liste de dizaines de personnes et des photos, demandant si elles étaient venues dans les magasins au cours de l'année écoulée. C'est selon Fox News, qui a interviewé un propriétaire d'armurerie ayant déclaré que les agents demandaient si l'une des personnes sur la liste ressemblait à celle que l'on voit sur la vidéo de surveillance. La période concernée reste l'année écoulée.
Le propriétaire de l'armurerie a indiqué à Fox News que nombre de ces personnes avaient une pilosité faciale, comme sur la vidéo de surveillance. Il n'est pas clair qui figure sur la liste, pourquoi ils y sont, ni ce qui explique cette période de l'année écoulée. Le filet semble assez large, tandis que les enquêteurs tentent toujours de résoudre l'affaire. Je voudrais maintenant parler des tests de généalogie génétique, qui constituent une part importante de la discussion aujourd'hui. Dans l'affaire Nancy Guthrie, il y a de l'ADN trouvé chez elle, mais on ignore à qui il appartient, voire s'il s'agit réellement d'ADN, lié à la personne que vous voyez sur son perron. Mais nous savons qu'il n'y avait pas de correspondance dans CODIS, cette base de données du FBI qui ne contient que les profils ADN de personnes ayant été condamnées pour des crimes ou arrêtées. Donc cela ne concerne maintenant qu'une très petite partie de la population. Le shérif indique que les forces de l'ordre utiliseront d'autres méthodes, dont les tests de généalogie génétique, une technologie assez récente. Et ce n'est pas aussi simple ou rapide que cela peut le paraître. Mais il y a beaucoup de cas où cela a été un grand succès. En fait, nous avons parlé d'une affaire dans cette émission il n'y a pas si longtemps, dont vous vous souvenez peut-être, qui a utilisé cette technique pour résoudre une affaire classée non résolue pendant 24 ans. Ah, je ne sais pas comment répondre à ça, comment aborder la question. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions. Vous êtes des professionnels, moi non, je ne sais pas. Je pense vraiment que j'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin d'utiliser le téléphone et d'appeler quelqu'un. Et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, très bien. Nous n'allons plus te poser de questions. Aucune larme ne coule de ton visage. Je suis très sec en ce moment. Tu es sèche. Je suis très sec, déshydraté. Tu peux sûrement voir, mes yeux sont rouges, injectés de sang parce que je suis juste fatiguée et vidée. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux que je boive pour pouvoir pleurer, c'est ça? Je veux juste pas mourir, pas que tu pleures. Qu'est-ce que tu essayes de dire? J'essaye juste de dire que ça a l'air un peu forcé. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Non. Oh mon Dieu. Voici donc une vidéo d'interrogatoire de l'année dernière impliquant un homme nommé Eugène Glégor. Il a plaidé coupable en 2025 du meurtre de Leslie Prier. En 2001, Leslie Prier était la mère de sa petite amie. Elle a été retrouvée battue à mort chez elle à Chevy Chase, près de Washington, D.C., dans le Maryland. Cette affaire est restée non résolue pendant près d'un quart de siècle, jusqu'à l'arrivée des tests ADN de généalogie génétique, et voici comment cela s'est déroulé. De l'ADN masculin a été retrouvé sous les ongles de Leslie Prior. Cela montrait qu'elle s'était battue pour sa vie. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu identifier à qui appartenait cet ADN pendant des années, jusqu'à l'arrivée de ces avancées. Les forces de l'ordre peuvent prélever un échantillon d'ADN, établir un profil, puis le comparer à des bases de données génétiques accessibles au public. Pensez à des services comme 23andMe ou Ancestry.com, ces sites où vous pouvez soumettre un échantillon d'ADN et ils vous indiquent vos origines et vous permettent de retrouver des proches. Mais lorsqu'il s'agit de résoudre des affaires, cela est devenu un outil très précieux. Et cela pourrait être le cas pour Nancy Guthrie, maintenant dans l'affaire du Maryland. Les forces de l'ordre ont comparé leur échantillon et en construisant un arbre généalogique, ils ont trouvé que la correspondance la plus élevée était avec un homme nommé Glégor. Mais il vivait en Roumanie, c'était un cousin éloigné de la personne qui était devenue suspecte dans cette affaire. Alors, lorsque les forces de l'ordre du Maryland ont examiné ce dossier, ils ont vu le nom de Glégor, et c'était quelqu'un qu'un voisin avait mentionné. Les enquêteurs auraient dû s'y intéresser dès 2001. Étonnamment, les forces de l'ordre ne l'ont pas fait. Ils pensaient désormais avoir une excellente piste. Avec ce test ADN de généalogie génétique qu'ils ont fait, ils ont ainsi identifié Eugène Glégor, puis ils l'ont mis sous surveillance. Ils l'ont suivi jusqu'à un aéroport et, à son insu, ont récupéré une bouteille d'eau qu'il avait jetée. Ils ont prélevé l'ADN sur cette bouteille d'eau et l'ont analysé. Cet ADN correspondait à l'échantillon prélevé sur Leslie Prier. 24 ans plus tôt, Eugène Glégor a alors été placé en garde à vue. Et voici la partie de cette vidéo d'interrogatoire où les enquêteurs expliquent à Eugène comment fonctionne le processus et pourquoi, selon eux, il a été relié à ce meurtre. Donc, sur la scène de crime, nous avons l'ADN de la personne qui était présente lorsque Leslie est morte. Donc, il y a du sang de Leslie partout, évidemment. Mais il y a aussi un autre profil ADN qui a été relevé sur la scène de crime.
et nous l'avions entré dans CODIS, notre base de données du Système national d'indexation ADN CODIS, et il n'y a jamais eu de correspondance. Donc, la personne qui était là, dont l'ADN a aussi été retrouvé sur la scène, n'a jamais été arrêtée. C'est pourquoi nous faisions ces prélèvements ADN d'élimination, pour prouver qu'une personne ne pouvait pas l'avoir fait après comparaison avec l'ADN retrouvé. Donc, nous avons réalisé qu'il ne vous avait jamais parlé, qu'il n'avait rien fait, et nous voulions en savoir plus sur vous. Et s'il y avait eu une situation où vous auriez pu être à la maison à ce moment-là? Je suis un peu confus. Donc, pour en savoir plus et me parler, pourquoi ne pas simplement m'appeler et me demander de venir pour discuter avec moi? Au lieu de faire venir des marshals pour m'arrêter et m'emmener, je suis juste confus quant à la raison pour laquelle c'est le cas. Eugène Glégor a plaidé coupable du meurtre de Leslie Prière en 2001. Il purge actuellement une peine de 22 ans de prison. Dans cette affaire, c'était l'une des vidéos d'interrogatoire les plus captivantes. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Non. Oh mon Dieu, t'es tellement plein de ça, tu fais juste semblant. C'est la police, oui, ça a du sens, tu sais, ça se voit dans tes yeux. On est coupable jusqu'à preuve du contraire, je comprends bien. Ton ADN était sur la scène du crime, c'est pour ça, tu vois maintenant? Dans ce cas, lors de l'enquête sur Nancy Guthrie, les détectives vont très probablement prendre les preuves ADN qu'ils ont trouvées chez elle. Et ensuite, mais tu compares ça aux arbres généalogiques et aux bases de données, en espérant que ça permette de construire quelque chose. Cela te mènera à identifier qui est la personne, qui a laissé de l'ADN à l'intérieur de la maison de Nancy Guthrie. Dans l'affaire de 2001 dans le Maryland, il a fallu environ 1 an et demi aux enquêteurs pour mener à bien cette enquête. Donc ce n'est pas toujours un processus facile aujourd'hui. Un autre cas où la généalogie génétique a eu du succès était dans l'affaire de meurtre impliquant Brian Koberger. Bien sûr, l'homme qui a tué 4 étudiants de l'université de l'Idaho à l'intérieur de leur domicile. Koberger a laissé cet étui de couteau sur un lit et il y avait de l'ADN dessus. Et les enquêteurs ont pu relier cet étui à Brian Koberger grâce à un lien familial. Le shérif dit que des entreprises de haute technologie les aident à reconstituer cette affaire, dit-il. Même Meta et Apple ont proposé leur aide. Il dit aussi qu'il travaille avec le fabricant du pacemaker de Nancy pour voir s'ils peuvent aider à suivre où il est allé. Nous savons qu'il s'est déconnecté de son iPhone dans les premières heures du matin du 1er février, et c'est la dernière fois dans la chronologie où elle a eu un quelconque contact. Selon les forces de l'ordre, celles-ci utilisent également ce qu'on appelle couramment un détecteur de signaux. C'est une technologie qui peut être montée sur un drone ou un hélicoptère et qui peut essayer de capter des signaux au sol. Il peut s'agir d'un portable ou d'un pacemaker. La technologie est alors installée sur un drone ou un hélicoptère et il vole très bas et très lentement au-dessus d'une zone ciblée. On nous a dit qu'on ne peut pas, par exemple, scanner toute une ville avec cette technologie qui est encore assez récente. Les forces de l'ordre continuent également de se rendre au domicile de Nancy Guthrie. On ne sait pas encore ce qu'ils recherchent à ce stade. Le shérif prévient que d'autres opérations similaires à celle du week-end dernier sont à prévoir. L'équipe du SWAT a perquisitionné une maison et mené un contrôle routier près du domicile de Nancy Guthrie, interpellant une personne qui a ensuite été relâchée. Aucune arrestation n'a eu lieu. Et il n'est pas non plus clair quelles preuves ils ont pu saisir lors d'un mandat de perquisition approuvé au niveau fédéral. Cependant, le shérif dit qu'il continue d'analyser ce qui a été pris dans la maison. Le shérif ajoute également que les enquêteurs continuent de suivre des milliers de pistes et il ne qualifierait pas l'affaire de Nancy Guthrie de dossier classé. Il souhaite que le public continue de soumettre toute information qu'il pense pouvoir aider. Dans cette affaire, le FBI offre une récompense de 100 000 $ pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie ou là où les personnes qui l'ont enlevé. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette affaire. Voici Lance Lissing, ancien agent spécial du FBI à la retraite et ancien procureur. Merci, monsieur, de prendre le temps d'être avec nous. La généalogie génétique est l'un des grands sujets d'actualité du jour. C'est vers cela que les forces de l'ordre pourraient en se tourner. Après les gants et cet échantillon, quel qu'il soit, venant de la maison de Nancy Guthrie, ne correspondait pas dans CODIS. À quel point êtes-vous confiant que la généalogie génétique pourrait potentiellement faire avancer cette affaire ? J'ai une grande confiance dans la généalogie génétique médico-légale que j'ai déjà utilisée dans plusieurs affaires lorsque je dirigeais la brigade des crimes violents. Ici en Arizona, nous avons résolu plusieurs affaires de meurtres en série, de violeurs en série, grâce à la généalogie génétique médico-légale. Donc,
Ce que c'est que vous avez un ADN inconnu sur une scène de crime. C'est généralement quelque chose de très lié à la scène de crime. Donc, ces gants qu'ils trouvent à des kilomètres de la maison. La généalogie génétique médico-légale peut aider à identifier à qui appartient cet ADN, mais elle n'est généralement pas liée à la maison, car elle concerne surtout l'ADN laissé directement sur la scène par le suspect. C'est pourquoi, dans les affaires d'agression sexuelle, c'est souvent utilisé. Vous analysez l'ADN inconnu dans CODIS pour trouver une correspondance. Il n'y a qu'environ 4 à 6% de la population qui est dans CODIS, donc ce n'est pas très probable. Bien que parfois vous obteniez une correspondance, c'est la méthode la plus simple. Mais quand ce n'est pas le cas, alors vous prenez cet ADN et vous le soumettez à des entreprises privées qui font des recherches ADN pour les histoires familiales. Des milliers de personnes soumettent volontairement leur ADN pour être reliées à d'autres membres de leur famille sans connaître ni créer d'arbre généalogique. Donc vous soumettez l'ADN du sujet inconnu dans ce système et vous espérez obtenir une correspondance. Et en général, vous n'obtenez pas de correspondance avec le sujet lui-même, mais ce que vous obtenez, c'est une correspondance avec un membre de sa famille. Cela peut être une mère ou un père, un cousin au 2e degré, un cousin au 3e degré, voire un cousin au 4e degré. Cela peut être très éloigné, mais ce que cela fait, c'est que cela vous donne une liste de suspects. Vous créez un arbre généalogique à partir du parent connu, et quelque part dans cet arbre généalogique, vous avez le propriétaire de l'ADN qui est maintenant lié à la scène. C'est comme sortir un suspect de nulle part. Quand ça fonctionne, c'est incroyable, ça marche vraiment avec le bon type d'ADN relié au bon endroit qui a été identifié. Donc je suis confiant, ils ont ce qu'il faut pour que ça marche. Oui, c'est fascinant de voir certains de ces cas. Je sais que les gens ont parlé de Brian Koberger et de la façon dont cela a été utilisé pour l'identifier dans l'Idaho. C'est une technologie fascinante, notamment pour le temps qu'elle peut prendre. S'ils faisaient en ça maintenant, peu importe. L'échantillon prouve qu'il y a de l'ADN, non celui de Nancy Guthrie, venant de chez elle. Et ils disent, d'accord, nous allons utiliser la généalogie génétique maintenant. Alors, quelle est la première étape et combien de temps cela prend-il? Surtout dans une affaire comme celle-ci, très médiatisée, combien de temps cela pourrait-il prendre pour obtenir certains résultats? Oui, c'est en les soumettant à plusieurs entreprises privées différentes qui font cela, tout simplement comme un client. C'est vraiment comme ça qu'ils les soumettent. Rien de spécial, aucun mandat requis, donc aucun délai ici car tout l'ADN est donné volontairement à ces systèmes. Cela dépend de la proximité avec le suspect et de la rapidité, puis vous pouvez construire l'arbre généalogique et résoudre l'affaire. Pour un cousin au 4e degré, il y a beaucoup à faire. Le suspect, la liste, l'arbre généalogique, cela peut concerner des dizaines de personnes. Ensuite, vous enquêtez pour réduire la liste à ceux qui vivent dans les bonnes zones et dont la description correspond. Il est probable que vous puissiez exclure beaucoup de femmes de cette liste, car au moins l'individu vu sur la photo de surveillance était peu susceptible d'être une femme. Donc, vous pouvez réduire cela assez rapidement. En général, je dirais qu'il faudrait quelques semaines dans l'un de nos dossiers, peut-être pour trouver une solution ici. Il y a bien plus d'enquêteurs et de ressources mobilisées que d'habitude, donc l'affaire avancera plus vite, peut-être en une semaine. Oui, c'est une technologie incroyable quand on pense à ce qu'elle pourrait faire, et nous verrons comment cela évolue. Ils n'ont pas spécifiquement dit, du moins à ma connaissance, ce que cet ADN, vous savez, ce qu'ils ont trouvé dans la maison qu'ils considéraient comme étant l'ADN, où ils ont pu dire, ce n'est ni Nancy Guthrie ni l'ADN d'un membre de sa famille. Um, and what Et sans vouloir spéculer, mais quelles sont certaines des possibilités de ce que cela pourrait être? D'après ce que nous savons, N'importe qui dans cette maison, à n'importe quel moment raisonnable, pourrait laisser de l'ADN. Cela peut être un ouvrier, un agent d'entretien ou un paysagiste venu utiliser les toilettes ou toucher une poignée de porte. Nous ignorons beaucoup de choses derrière les murs de cette scène de crime. Nous voyons clairement beaucoup de choses à l'extérieur et les images de vidéosurveillance prises devant la maison. On ignore ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur. J'imagine qu'ils ont certaines preuves qui les mènent au moins à une théorie sur le mobile et une direction vers laquelle ils s'orientent. Mais nous ne savons pas, et nous ne savons pas précisément où l'ADN a été trouvé. De quel type d'ADN s'agissait-il? Était-ce simplement de l'ADN de contact provenant de plusieurs personnes? Était-ce un ADN très spécifique laissé sur place? Ça, ils sont assez certains que c'était celui du suspect, mais nous ne savons pas. Donc, cela pourrait les mener dans de nombreuses impasses. Par exemple, si vous analysez l'ADN sur des poignées de porte, vous pouvez en trouver datant de longtemps, peut-être laissés par un ouvrier ou un invité de passage. Des semaines avant, ce seraient des impasses. Vous cherchez quelque chose en lien avec cette nuit, donc ils ont quelques images de vidéosurveillance de cette nuit. Vous voyez effectivement un suspect toucher certains objets ou aller dans certaines zones. L'ADN provenant de ces contacts impliquerait directement le suspect.
Et concernant les gants, est-ce que vous tirez des conclusions du fait qu'il pensait que ces gants étaient très spécifiques? Je sais que le FBI à Phoenix a dit qu'ils semblaient correspondre. Mais je ne savais pas si c'était parce que c'est une alternative au latex, couramment utilisé pour le ménage. Si c'est ce qu'ils voulaient dire par là, ou s'il y a quelque chose de plus. Mais le fait que cela ait atteint le seuil où nous allons le soumettre à Codis, et que nous allons en parler publiquement, même si cela n'a pas donné de résultat dans Codis. Y a-t-il quelque chose concernant les gants qui fait qu'on ne peut pas complètement en parler au passé dans cette affaire pour la suite? Oui, donc je ne suis pas sûr que le commentaire public du FBI à ce sujet disait qu'il correspondait ou même que ce n'était définitivement pas le cas. Le soumettre à Codis, c'était parce qu'ils étaient tellement sûrs que cela venait du suspect. Je pense que soumettre cela à Codis est une procédure normale. Ils feraient en ça pour n'importe quoi, probablement tout ce qu'ils ont eu. Donc je pense que c'est une enquête de routine. Pourquoi le FBI a-t-il dit que c'était une correspondance? C'est assez définitif, dire correspondance plutôt que ressemblait ou quelque chose comme ça. J'aimerais savoir ce qu'ils savent d'autre là-bas, parce que nous ne savons pas. Les gants sur la caméra de surveillance, bien sûr, c'était des gants de type nitrile, ces gants noirs que de nombreux métiers utilisent, mais il y avait une certaine épaisseur à ces gants. Si tu te souviens, on aurait dit qu'il pouvait y avoir des couches en dessous, peut-être un autre gant en dessous, ou alors c'était un type de gant en nitrile qui a une couche isolante ou une couche chimique en dessous. Si c'est ce qu'ils ont trouvé et que c'est cette épaisseur-là, c'est un peu plus rare, et c'est en fait bien plus rare que les gants en nitrile classiques. Donc j'espère que c'est quelque chose comme ça. Ça amènerait les enquêteurs à penser, c'est le gant qui vient de la scène, mais on ne sait tout simplement pas. Ouais, Parce qu'en tant que personne qui a reçu beaucoup de déclarations et de communiqués de presse du FBI, ils sont toujours, comme tu le sais, très précis dans le choix des mots qu'ils utilisent. Tu sais, ce n'est pas comme s'ils faisaient rédiger un rapport à un stagiaire juste pour me répondre. Pour les demandes des médias, le shérif a dit, et il a donné des interviews individuelles à différents médias. Mais il a dit qu'il pense, et il a appelé ça une intuition, que c'était ciblé. Je sais qu'une chaîne locale de Phoenix a diffusé un reportage plus tôt cette semaine disant cela. La théorie avait qu'il s'agissait d'un cambriolage devenu enlèvement, situation apparemment repoussée par les forces de l'ordre. Sachant que beaucoup de choses nous échappent, hein, où en es-tu? En regardant cette affaire de près, déterminer s'il s'agissait d'un cambriolage ciblé et ce qui a pu se passer ici. oui, eh bien je suppose qu'il faut revenir à la définition de ciblé. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que c'était ciblé. Cela pourrait être un cambriolage visant cette personne, peut-être parce qu'un ouvrier était déjà passé. Et ils ont dit à un ami, je travaille dans une maison. Il y a une dame de 85 ans là-bas, elle a beaucoup d'argent, elle n'est pas là très souvent. Quelque chose comme ça. Et ensuite, il va directement dans cette maison. C'est une cible qui vise spécifiquement Nancy et sa maison, à cause des informations qu'ils ont recueillies. Je pense effectivement que cela a probablement été ciblé d'une certaine manière maintenant. Que ce soit ciblé parce que Nancy est la mère de Savannah ou parce qu'elle est simplement une victime facile qui apparemment a de l'argent, nous verrons bien. Je pense qu'il y a une forte probabilité que cet individu avait un motif en entrant dans cette maison pour commettre un crime. Cela aurait pu être un cambriolage, une agression ou une autre raison, et Nancy aurait pu être visée. Pour n'importe laquelle de ces raisons, il est probable que quelque chose se soit mal passé à l'intérieur de cette maison et que Nancy ait été blessée. Cela est prouvé par le sang qui sort de la porte. Ensuite, cette personne panique et tente de cacher ses actes en dissimulant des preuves. Et cela inclurait Nancy, potentiellement, si elle avait été mortellement blessée pendant cela. Donc c'est un peu la théorie. Est-ce que c'était ciblé? Oui, c'est ciblé, mais peut-être pas dans le but d'un enlèvement. Je doute fortement qu'il s'agisse d'un enlèvement, et je l'ai pensé depuis le début. C'est principalement parce que cela ne suit pas le schéma typique d'un enlèvement, si la motivation est financière. La première demande d'argent est arrivée plusieurs jours plus tard. Aucun ravisseur ne garde une victime aussi fragile pendant plusieurs jours pour s'occuper d'elle dans le but d'obtenir de l'argent. Au final, c'est souvent une pression immédiate et une demande d'argent. Ils ne veulent pas du tout garder cette victime, donc il semble peu probable que ce soit pour un motif financier. Et je pense aussi, vous savez, une femme de 84 ans avec des problèmes de santé qui a besoin de médicaments. Je reviens toujours à ça, et c'est comme, vous savez, les criminels ne sont pas toujours blessés. Oui, les criminels ne sont pas très réfléchis, mais si vous deviez kidnapper quelqu'un, ce serait vraiment la dernière personne à choisir, même si elle avait tout l'argent du monde pour le faire. Oui, Non, votre première communication est avec la famille.
Parce que c'est comme les escrocs aussi, ils profitent de l'urgence et du chaos de cet appel initial, comme le ferait un des escrocs. Vos comptes bancaires sont vidés. Pendant que nous parlons, vous ne pouvez pas raccrocher et devez agir. Comme avec les ravisseurs, la police n'est pas impliquée. J'ai besoin que vous communiquiez et envoyiez l'argent. En ce moment, nous l'avons juste ici. Vous pouvez même la mettre en ligne ou dire quelque chose. Vous savez, quelque chose que seule elle sait. Et c'est ce chaos, cette urgence, cette demande d'argent qui permet généralement d'obtenir l'argent, puis ils disparaissent. Ils refusent de s'occuper d'une victime, surtout si elle a 20 ans et est en bonne santé, contrairement à une victime fragile de 85 ans. Donc cela ne correspond à aucun de ces motifs. Et puis, l'idéologie est un autre motif. Cela pourrait être un enlèvement idéologique, mais cela n'a pas de sens ici non plus. Il n'y a eu aucune déclaration idéologique, aucune cause qu'ils poursuivent. Des lettres aux agences de presse auraient eu du sens si une déclaration affichant une cause avait été faite. Nous ne l'avons pas vu non plus. Donc cela relève d'autres motivations et c'est différent. Le crime en est un, la santé mentale ou le délire un autre, et un conflit familial, ce qui ne semble pas être le cas ici, en est un autre. Et le shérif en a également parlé. Je pense qu'il a rejeté l'idée que Nancy serait au Mexique ou que le suspect soit allé au Mexique. J'ai déjà traversé Nogales et c'est très facile d'y conduire. Il ne pose pas de questions ni ne vérifie les papiers. On se sent bienvenu. Par contre, au retour, il y a plus de questions. Tu as travaillé en Arizona. À quelle fréquence les suspects s'en sortent-ils avec succès? Traverser vers Nogales puis conduire à travers le Mexique? Ou, tu sais, si c'était une affaire, où cette personne voit la vidéo publiée et se dit « Oh là là, ils sont peut-être sur ma piste ». Et puis ils traversent la frontière. À quel point est-ce probable? Je pense que c'est peu probable, car rien n'indique un enlèvement transfrontalier ici. La façon dont le suspect s'est approché dans les vidéos de surveillance ne semble pas liée à un quelconque crime organisé au Mexique. Ce n'est pas professionnel ainsi. Plusieurs théories existent sur cette vidéo de surveillance. Certains disent que cet individu n'était pas le premier chez lui. Ils ont juste été appelés pour aider à nettoyer après coup. Il y a toutes sortes de théories qui circulent, mais rien n'indique que oui, il s'agit d'un enlèvement transfrontalier. Et encore une fois, Pour quel motif? je veux dire dans quel but? Ce n'est ni pour un gain financier, ni pour un motif idéologique, apparemment. Donc je sais que le shérif a mentionné quelque chose à propos de la vengeance, et la vengeance, c'est, je veux dire, c'est un motif. Je pense que ça relève un peu de ce genre de délire de catégorie de motifs. Parce que ça n'a pas besoin d'être un grief rationnel. Le suspect peut simplement avoir un grief perçu, quelque chose auquel il croit, mais peut-être que personne d'autre n'y croit. Peut-être que ce sujet souffrait d'une maladie mentale et délirait en accusant Nancy ou la personne de cette maison d'être responsable d'un mal qui lui était arrivé. Avec la santé mentale et les délires, on ne peut pas toujours être rationnel, n'est-ce pas? Cela reste donc possible. Les enquêteurs doivent en tenir compte. Et vous savez, avec cette affaire. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire que quand on regarde la vidéo de surveillance, on n'a pas l'impression que cette personne soit le criminel le plus sophistiqué du monde. Mais aussi, cela fait 17-18 jours, 400 agents du FBI travaillant sur cette affaire. Le président est impliqué et a, vous savez, promis son soutien total. Apple et Meta offrent maintenant leur aide. Nous avons le détecteur de signaux qui vole autour, et je sais que c'est une nouvelle technologie, vous voyez. On dirait vraiment que chaque once de la force des forces de l'ordre est mobilisée pour cette affaire. Et pourtant, cette personne, qui semble tellement amateur devant la caméra, est toujours en fuite et on ne sait pas où est Nancy. Je ne pose même pas la question rhétorique de savoir pourquoi on n'a pas encore arrêté ce type. Mais lors des débuts de l'enquête et à certaines étapes, à quel moment, dans ce type d'affaires, quelqu'un peut-il s'échapper et compliquer autant la tâche des forces de l'ordre? Oh oui, c'est un vieil adage. Même un écureuil aveugle trouve une noisette. Parfois, je veux dire, j'ai traqué des criminels que je croyais très intelligents, mais une fois arrêtés, j'ai compris qu'ils étaient simplement chanceux. Pendant un certain temps, cet individu que vous voyez sur la caméra de surveillance, ce n'est pas comme s'il avait agi sur un coup de tête, il a clairement réfléchi à ce qu'il faisait, ils ont réfléchi à leur apparence et à la façon de la dissimuler, ils ont pensé à ne pas laisser d'ADN sur les lieux, ni aucune preuve médico-légale, donc ils ont anticipé certaines choses. Je n'ai pas trouvé que le processus de prise de décision avait beaucoup de sens sur le pas de la porte, qu'ils aient attrapé le buisson et essayé de s'en servir pour dissimuler leur identité ou non. Prendre cette caméra de sonnette, ce qui n'est pas très malin, et d'autres aussi, pour ensuite être surpris par la caméra elle-même. La vidéo de surveillance le montrait clairement. Ces décisions révèlent un manque de planification et parfois des choix irrationnels.
Mais ils ont quand même pris certaines mesures pour dissimuler leur identité et cela contribue à compliquer la situation. Hum, oui, c'est ça. Il y a tellement de possibilités et pas seulement des options, mais des occasions pour un suspect d'avoir de la chance, de ne pas laisser d'ADN et les enquêteurs passent simplement à côté de cela. Vous avez évoqué des erreurs au début et je pense qu'il y en a eu. Avec le recul, il est facile de douter, mais il me semble que le shérif l'a même admis publiquement. Il n'aurait pas dû libérer la scène aussi vite et je suis d'accord avec ça. Il n'y avait aucune pression pour libérer la scène. Elle aurait dû être préservée. Cela aurait-il permis de faire avancer l'affaire? Probablement pas, mais on ne peut pas savoir sans connaître les faits. On ne sait tout simplement pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez des amis ou collègues en Arizona ayant travaillé sur cette affaire. Mais quel est le moral à ce stade? Du côté des agents du FBI, vous voyez? Alors que l'affaire continue, qu'il y a tellement d'attention du public, presque de la frustration, parce qu'il ne se passe rien. Je comprends leur frustration, mais qu'entendez-vous des personnes que vous connaissez en Arizona impliquées dans cette affaire? Je pense qu'ils étaient vraiment pleins d'espoir quand les images de surveillance sont sorties. Ils pensaient que ce serait un moment décisif et que cela mènerait rapidement à une arrestation. On a vu des détentions et des mandats de perquisition depuis, et je pense qu'ils étaient tous très optimistes. Mais dans une affaire où il y a une victime disparue en danger, on agit rapidement. Lors d'une enquête, on arrête souvent des personnes, interroge des témoins et exécute rapidement des mandats de perquisition, surtout si quelqu'un est en danger imminent. On risque parfois de suivre une fausse piste ou de retenir une personne finalement non impliquée. À ce moment-là, ils avaient beaucoup d'espoir. Maintenant, c'est vraiment une épreuve et le processus avance lentement. Vous recevez des milliers et des milliers de pistes en tant qu'agent de terrain. Vous recevez piste après piste et après avoir suivi 100, 200 pistes qui étaient pertinentes ou qui n'ont mené nulle part. Puis la nature humaine reprend un peu le dessus. Vous vous dites, oh, encore une autre. Vous voyez, c'est difficile de garder cet élan. C'est aux responsables du FBI et du bureau du shérif de maintenir cet élan. J'espère que ces enquêteurs collaborent vraiment bien. Dès qu'il y a un peu de dissension, en plus de la lourdeur d'une enquête comme celle-ci, ça peut se dégrader rapidement. Je ne vois aucun signe de cela ici. Je pense qu'ils travaillent bien ensemble, mais c'est difficile à ce stade. Oui. Ouais. Et tu te dis qu'être là-bas chaque jour, tu espères juste trouver, tu sais, ce moment. Celui qui pourrait résoudre l'affaire. Beaucoup de gens travaillent encore dur dessus, ce qui est positif, et tous espèrent une fin heureuse. Lance Leasing, ex-agent spécial du FBI et ancien procureur, merci d'être venu sur Law and Crime. C'était super. Merci de m'avoir invité. Si vous avez des informations concernant Nancy Guthrie, vous pouvez contacter le shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 490 00. Et vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL-FBI ou aller sur tipsfbi.gov. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et Spotify et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.